Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Claudia Vissan, responsable du bureau de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, à Chisinau. Elle va donc nous parler depuis la capitale moldave de l'AUF, de son action au quotidien de francophonie, mais aussi de son ressenti par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui dans son pays. Claudia Vissan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir depuis la Moldavie. Exactement, je suis toujours ravi d'inviter quelqu'un depuis Chisinau ou RFI Roumanie aimé. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment un plaisir. Alors, en tant que responsable du bureau de l'AUF Chisinau, vous menez diverses activités, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cet entretien. Vous accompagnez les universités à monter des projets, vous développez des coopérations internationales ou encore coopérez avec divers acteurs francophones locaux. Maintenant, comment la guerre en Ukraine a-t-elle chamboulé votre agenda et est-ce que cela continue de modifier ce que vous aviez prévu et votre action au quotidien? Écoutez, la guerre a commencé le 24 février, comme vous le savez. Moi, personnellement, j'ai entendu les deux bombardements à 5h30 et puis 6h. Dans ma tête, moi, je pensais que c'était le tonnerre. Et c'était le mois de février, mais quand même, il faisait chaud. Mais dans mon fond intérieur, quelque chose me disait que c'était pas le tonnerre. Donc, chemin faisant vers le bureau, j'ai lu les actualités et j'ai appris malheureusement que la guerre a été déclenchée. Bien évidemment que du point de vue psychologique, moral, c'était un peu dur pour nous tous. C'était un état d'esprit de panique, si vous voulez. Bien évidemment que c'était un peu compliqué de se concentrer sur tout ce qu'on a à faire, tant sur le plan personnel que professionnel. Et je voudrais aussi mentionner que 2022, c'était aussi l'année du démarrage de mise en place d'un plan national AUF Moldova que l'AUF a proposé pour notre pays suite à l'Assemblée générale qui a eu lieu à Bucarest. Donc, d'un côté, il fallait mettre en place ce nouvel plan d'action qui était d'ailleurs très ambitieux et complexe comme activité, mais d'autre part, garder son sang-froid et essayer quand même de faire face à cette situation. Donc, combien côté ça a duré... AUF, excusez-moi, je vous coupe, Claudia Vissan. Combien de temps cet état de panique en République de Moldavie a-t-il duré? Il est toujours présent, je suppose, mais un petit peu diminué. En Roumanie, il y a eu au tout début de la guerre également un sentiment de peur, certaines personnes qui se sont dit qu'il fallait mieux partir du pays. Est-ce qu'en République de Moldavie, cette période véritablement d'angoisse et d'impulsivité, je dirais, de devoir éventuellement quitter le pays, ça a duré combien de temps? Oui, c'était à peu près 3-4 mois. J'ai eu aussi des connaissances, des proches qui ont quitté le pays, justement dans cette peur et cette incertitude qui s'était créée à l'époque. Ils sont revenus depuis? Oui. La plupart, oui. Donc apparemment, ils sont restés quelques mois et puis ils sont revenus parce qu'on ne connaissait pas l'évolution des choses. On pourrait s'attendre aussi à une éventuelle agression pour la Moldavie également. Mais finalement, j'ai eu aussi des connaissances des compagnies qui ont délocalisé leurs employés, soit en Roumanie, soit ailleurs. Donc, pour la Moldavie, c'était une période de 3-4 mois plus intense. Ensuite, petit à petit, donc... chacun essayait de faire son travail, mais d'être quand même, d'avoir ce souci et cette incertitude. Mais côté AUF, comme vous l'avez bien demandé, je disais qu'on a essayé
de garder notre calme et de mettre en place nos activités comme prévu. Quoique c'était un peu compliqué de travailler avec nos universités parce que vous savez que les universités ont accueilli des réfugiés dans leur résidence universitaire. Des réfugiés Pour ukrainiens. eux aussi, exactement, des réfugiés ukrainiens, c'était aussi compliqué d'assurer un processus d'enseignement correct, de qualité, et puis de faire face à cet exode des réfugiés qui devaient les héberger dans leurs locaux. D'un autre point de vue, je devrais aussi mentionner que l'AUF n'est pas resté les mains croisées. Donc, l'Agence universitaire de la francophonie, face à la guerre, a affirmé sa solidarité et nous avons élaboré un plan spécial Ukraine qui visait justement à accompagner les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les doctorants, et puis de l'appui aux universités. Donc, c'était un plan spécial qui a duré 2 ans, 2022 et 2023, avec plein d'activités orientées notamment à l'appui des réfugiés ukrainiens et à nos établissements membres. Je dois mentionner que nous avons 13 universités membres en Ukraine. D'ailleurs, ces universités sont sous l'ère de compétences de la Moldavie. On a eu une très belle collaboration avec ces universités. Maintenant, c'est clair et sûr que c'est un peu compliqué, mais quand même, on les fait participer à nos activités, soit à distance, soit en présentiel, là où il est possible. Et moi, j'attends avec impatience que la situation se calme et qu'on reprend la collaboration avec nos membres AUF d'Ukraine. Et je suppose que les nombreuses, les quelques réunions internationales pour la Moldavie, ça c'est les délégations internationales qui sont réunies une première fois à Chisinau et puis après à Paris, je crois, durant ces derniers mois, ont, je suppose, rassuré la population moldave et puis l'invitation du pays à être candidat à l'Union européenne et le début officiel des négociations d'entrée dans l'Union européenne, tout cela, je suppose, enfin vous allez me le dire, a rassuré. Oui, exactement. Les pas importants et les événements politiques qui se passent les dernières années en Moldavie, ça rassure beaucoup. Et puis, je vois aussi le progrès rapide qui est fait par nos autorités et la présidente de la République, Maia Sandu. Et la dernière nouvelle du 8 novembre, quand la Commission recommande déjà aux pays membres de l'Union européenne de commencer les négociations d'adhésion, donc ça rassure beaucoup. Après avoir reçu l'invitation en juin dernier, hein, c'est ça. Hein, Exactement, exactement. Voilà. Donc en juin dernier, quand on a obtenu le statut de pays candidat à l'UNA. Alors, nous allons parler, revenir à la francophonie et nous allons parler de vos étudiants, mais je voudrais avec vous, si vous le voulez bien, rester dans le politique hein, et un petit rappel du contexte actuel et je pense nécessaire parce que le second tour des élections locales est prévu ce dimanche et vous me direz si je me trompe, hein, suite au premier tour d'il y a une dizaine de jours, le parti au pouvoir, le PAS, hein, donc le parti de la présidence Maia Sandu, a maintenu son assise dans la plupart des municipalités, sauf à Chisinau, où le pro-russe Ion Ceban a été réélu dès le premier tour. Alors, diriez-vous que promouvoir les études en français permet d'une certaine façon d'échapper aux tensions linguistiques et politiques du pays, mais aussi de proposer une autre voie, un autre avenir? Est-ce que vous, précisément dans ces tensions et dans cet aspect un peu schizophrénique que vit cette ambiance schizophrénique que vit le pays, en tout cas moi c'est à chaque fois un petit peu cette sensation que j'ai quand je suis à Chisinau, votre action je dirais de promotion du français, de la francophonie, c'est votre arme et vous vous sentez toujours plus investi d'affirmer cette mission précisément pour lutter contre ces tensions. Écoutez, moi je remarque pas beaucoup de tensions du point de vue linguistique. D'après moi,
les municipalités ne sont pas beaucoup investies et impliquées dans tout ce qui est politique linguistique du pays. Et puis, l'Agence universitaire de la francophonie défend fortement l'idée que le développement de la francophonie ne se fera pas en luttant ou en défavorisant les autres langues, mais que la francophonie vit et se fera dans un monde où la pluralité, la diversité sont acceptées, appréciées et valorisées. Ce que nous faisons ici, concrètement en Moldavie, en termes d'action de l'AEF, nous faisons notamment ça. Donc notre objectif est de ne pas concourir avec d'autres langues, mais d'encourager les jeunes, la jeunesse, d'apprendre plusieurs langues. Et nous essayons chaque fois de leur dire que le français, c'est atout professionnel atout, oui. et personnel. Oui, et si vous voulez, nous concurrons avec l'anglais en République de Moldova parce que c'est plutôt l'anglais en tant que langue étrangère qui devance, si vous voulez, un peu le français. Mais comme je disais tout à l'heure, notre fonction, nos objectifs ici sur place en tant que représentant de l'AEF est de montrer aux jeunes, même aux parents d'élèves, on commence avec le préuniversitaire, et de leur montrer leur montrer que notamment c'est le français qui a cette plus-value et que grâce au français qu'ils peuvent avoir une meilleure insertion professionnelle ou que le français c'est leur atout en tout ce qui est l'amélioration de l'employabilité. Nous essayons de créer des conditions de qualité, des enseignements de qualité ici sur place et de faire comprendre les jeunes qu'apprendre le français, ça donne cette ouverture et cette perspective et qu'ils deviennent plus compétitifs sur le marché du travail. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Mais il y a de la place pour toutes les langues. Comme je disais, l'AEF encourage le multilinguisme. Oui, la francophonie le dit, officiellement, oui. Oui, et bien évidemment que nous défendons la francophonie. Oui, nous défendons notre francophonie et nous voulons attirer plus de jeunes dans la francophonie. Au niveau, je dirais plus personnellement, la francophonie, alors vous parlez de diversité, multilinguisme, de meilleure employabilité des jeunes, mais vous, pour vous, c'est quoi? Pourquoi c'est important? Quelles sont les valeurs, ce qui vous plaît particulièrement, ce qui vous touche dans la francophonie? Bon, la francophonie, pour moi, c'était un choix au début parce que j'ai choisi la langue française en tant que mon futur métier. À la base, je suis enseignante de français. Donc, j'ai fait ce choix par amour de la langue française, comme on dit. La francophonie, personnellement, pour moi, m'a ouvert beaucoup de portes. Grâce à la francophonie, j'ai pu évoluer beaucoup du point de vue personnel, mais aussi professionnel. La francophonie m'a donné accès à l'information. Il faut dire aussi que la francophonie, à présent, c'est une réalité institutionnelle, linguistique, politique et culturelle. Et moi, je remercie beaucoup ce parcours parce que j'ai eu la chance de côtoyer, de croiser des enseignants, des personnes francophones d'un peu partout dans le monde, de m'enrichir bien évidemment de tous les points de vue. Et c'est aussi la francophonie qui m'a permis d'avoir ce label de formatrice internationale TV5 Monde qui, de nouveau, m'a donné la possibilité de rencontrer des personnes des quatre coins du monde et d'échanger avec tous et de s'enrichir et en partage ces valeurs de la langue française et de la francophonie. Je me rends compte que vous venez de me répondre parfaitement également à ma question précédente, en ce sens que la promotion de la francophonie se situe au-dessus ou au-delà du débat entre
la, la langue russe, la langue roumaine, et que le multilinguisme et les valeurs que porte la francophonie vont donc essayer d'aller au-delà. Ceci étant, concernant le roumain, euh, pour vous, d'abord, qu'est-ce que représente cette langue? Est-ce que vous diriez qu'en République de Moldavie, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de la part d'universitaires qui font la promotion de la francophonie, mais également qui ressentent le besoin de faire la promotion du roumain en République de Moldavie. Vous, quel est votre positionnement par rapport à ça? Est-ce que vous diriez que vous êtes une pro-francophone, mais aussi une pro-roumain, langue roumaine? Mais oui, bien évidemment, je suis pro-francophone. Vous parlez Je russe, parle excusez-moi, le Claudia. roumain. Vous parlez russe également? Oui, D'accord. Mhm. oui, oui, oui. Je parle russe également parce que nous, à mon époque, c'était imposé d'apprendre le russe et c'était obligatoire avec beaucoup d'heures de cours de russe par semaine. Mais pour moi, c'est clair et sûr que je parle roumain en Au tant que quotidien, c'est la langue que langue vous utilisez le plus, maternelle. avec le français. Oui, oui, bien dans mon environnement professionnel, bien évidemment que j'utilise le français. Mhm. Même avec les collègues de Roumanie, on parle français parce que c'est quand même notre langue Et de dans votre vie au travail. quotidien à Chisinau, c'est Et plutôt c'est le roumain. c'est le roumain, d'accord. À quelle occasion C'est le vous, roumain. vous 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 sentez obligé de parler russe? Enfin, obligé. Bon, obligé, je suis pas obligée de le Mhm. parler, mais ça arrive assez souvent dans les services, tout ça, des personnes qui essaient de s'exprimer ou de me saluer en russe. Je sais pas pourquoi. Mais moi, j'essaie quand même de répondre en langue roumaine et puis je m'aperçois que ces personnes connaissent le roumain. Aussi, c'est rare de rencontrer des personnes qui ne connaissent pas du Ouais, tout ouais. le roumain. Ou qui s'offensent si vous répondez en roumain. Exactement. Moi, j'ai pas eu Oui, beaucoup de cas où il y avait des contradictions dans ce d'accord. sens. Parlons de vos étudiants moldaves, Claudia Vissan. Vous les côtoyez au quotidien. Comment les définiriez-vous? Dans quel état d'esprit se trouvent-ils? Quel rapport ont-ils avec leur pays? Est-ce que partir est en général vu comme la meilleure option, ou est-ce qu'il y a toujours plus le désir de rester? Vous savez, il y a plusieurs catégories de jeunes bon, tout d'abord, il faut mentionner que moi, je suis plutôt en contact avec les jeunes de nos 7 universités membres de l'AUF en République de Moldova. Et puis, je suis Vous plutôt en côtoyez, contact. excusez-moi, je vois que vous côtoyez des jeunes Oui. de 18 à 23, 24 ans? Non, Non? c'est de 17 plutôt Oui, à 22 ans. d'accord. C'est plutôt ça. Jusqu'à la Mais bon, maîtrise. il y a Ouais. aussi, oui, Mhm. bien évidemment, Le oui, master, ça pardon. peut aller un peu plus pour le master, oui, Mhm. exactement. Mhm. Et comme je disais, je côtoie plutôt les étudiants francophones quand même. Mhm. On n'est pas toujours en contact Et avec alors, tous comment vous les les étudiants trouvez, de nos je universités. dirais presque psychologiquement, comment vous les trouvez en général? Ça sera une Oui, généralisation, mais... exactement, oui. Moi, je distinguerais plutôt de grandes catégories de jeunes. Mhm. Tout d'abord, j'admire nos jeunes francophones parce qu'il y a une bonne catégorie, une grande majorité qui sont très actifs, qui sont très dynamiques, qui ont beaucoup de belles initiatives, qui se lancent dans beaucoup de projets, qui sont proactifs, qui sont très francophones et tout ça intéressés. Euh,
Et j'admire cet esprit d'initiative, et d'idées, de vouloir faire des choses, d'avoir de l'ouverture, de s'impliquer. Parce qu'ils ont, excusez-moi, je vous coupe, parce que ça veut dire que, en fait, ils ont vraiment choisi le français, c'est-à-dire que pendant le lycée, ils ont le français, vous me direz si je me trompe, est une option, on l'apprend, ou on n'est pas obligé de l'apprendre, on prend une autre langue. Donc, c'est au lycée qu'ils ont fait ce premier choix, non? Oui, le choix de la langue étrangère, ça commence au lycée, mais n'oublions pas que le Code de l'éducation moldave propose et exige plutôt l'apprentissage de 2 langues étrangères. Donc, à la fin du cursus... Mais c'est optionnel de toute façon, le français est optionnel. Voilà. Donc, il y a une langue obligatoire et puis la deuxième qui est... D'accord. Aussi obligatoire, mais en tant que deuxième langue. Donc, le français est choisi soit en tant que première langue étrangère, soit en tant que deuxième langue étrangère. Et oui, normalement, les étudiants ont appris le français au lycée. C'est rare de voir des étudiants qui ont appris une autre langue et qui commencent à faire de la langue française à l'université. D'accord. Et alors, comment sont-ils? Voilà, donc, oui, vous parliez de catégories, oui. Oui, vous disiez donc voilà, les francophones sont particulièrement créatifs, enfin, ils sont pleins d'initiatives. Voilà, ils sont pleins d'initiatives, ils s'impliquent, ils participent tant au processus d'enseignement que à des activités extracurriculaires, dans des actions de volontariat. Et j'apprécie, comme je disais, j'apprécie beaucoup ça. Il y a aussi une autre catégorie qui, d'après moi, aurait besoin de plus d'accompagnement. Peut-être ils sont encore en train de chercher leur voie, leur vocation, et qui ont, comme je disais, cette timidité encore de s'impliquer davantage, et qui ont besoin de cet accompagnement, soit de la part de peut-être de leurs parents, ou je vois dans le cadre académique, ils ont besoin de cet appui de la part de leurs enseignants. Mais pour moi, c'est la volonté qui compte, et je suis sûre que ces jeunes vont trouver leur voie et vont s'impliquer tôt ou tard dans des actions comme la première catégorie. Il faut aussi mentionner que malheureusement, nous avons cette fuite des cerveaux en République de Moldova. Qui est toujours aussi importante. Oui, exactement, elle est assez importante. Je connais pas des chiffres exacts, mais ce que je disais, ce que je parlais tout à l'heure, je parle des étudiants qui sont restés ici, mais il y a une grande partie qui part juste après le lycée. Il y a la Roumanie qui offre beaucoup de bourses pour nos jeunes étudiants, et puis ils vont aussi dans d'autres pays. Bien sûr que c'est leur choix, c'est la liberté de faire des études là où ils veulent. Pour nous, il est important de créer des conditions favorables ici sur place et les faire revenir dans le pays. Acquérir des connaissances, des compétences ailleurs, c'est pas mauvais du tout. Mais le vrai enjeu, le vrai défi de notre pays, c'est de créer ici des conditions pour qu'ils reviennent. Donc vous diriez que la majorité... Oui, pardon, excusez-moi. Vous diriez que la majorité de vos étudiants veut partir, éventuellement pour revenir, mais ils veulent quitter le pays. Vous diriez ça, qu'une majorité veut quitter le pays? Je pourrais pas dire que c'est la majorité, mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Et je vois dans le cadre de nos projets francophones lancés par l'Agence universitaire de la francophonie, mais ça, c'est les jeunes ont cette envie de suivre des stages, par exemple, à l'étranger. C'est normal, oui. Mais ça, c'est pas forcément pour rester. Oui. Ça, c'est pour, de nouveau, pour se former du point de vue professionnel, personnel, et puis, comme je dis, dans le cadre de la francophonie, qui est de choix en Moldavie, de se former du point de vue linguistique.
parce qu'un stage dans un pays francophone, bien évidemment que ce stage transforme le jeune depuis du point de vue personnel, professionnel et puis linguistique. Et la mobilité à l'étranger dans l'espace scientifique francophone est très recherchée par nos jeunes, mais je répète qu'ils reviennent tout à fait transformés, et ça nous réjouit beaucoup parce que l'AUF a son apport à la formation de ces jeunes. En préparant cette émission, vous me disiez que vous vouliez parler un petit peu de la fête internationale des professeurs de français qui, je crois, aura lieu le 23 novembre, c'est ça ? Oui, cette année, c'est le 23 novembre, donc c'est la fête internationale des professeurs de français. Probablement, vous l'avez tous remarqué qu'il y a beaucoup d'activités qui sont annoncées, soit par l'organisation internationale ou les autres opérateurs de la francophonie. Nous, ici, en Moldavie, nous organisons aussi toute une panoplie d'activités dédiées à la Journée internationale des professeurs de français. Il faut mentionner que la Journée internationale des profs de français vise aussi les professeurs qui enseignent en français, parce qu'en Moldavie, nous avons le dispositif des classes bilingues francophones où nous avons des professeurs de disciplines non linguistiques qui enseignent les mathématiques, la physique, la biologie et la chimie en français. Et puis, dans le cadre de nos universités, membres de l'AUF, il y a les filières francophones. Donc, cette fête, c'est pour les professeurs qui enseignent le français, mais aussi les disciplines non linguistiques en français. Donc, et quel dans le cadre de l'AUF... Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. L'AUF prépare déjà des actions de formation dédiées à ces professeurs, et donc avec les autres opérateurs de la francophonie, comme je disais, on aura plusieurs activités qui seront consacrées à la Journée internationale des professeurs de français. Oui, je vous en prie. Oui, non, je voulais une question qui me vient sur ces professeurs. Alors, on va pas parler des professeurs de lycée, concentrons-nous sur l'université. Donc, ces professeurs qui enseignent d'autres matières en français ou qui enseignent le français. Quelles sont leurs conditions en République de Moldavie? Y a-t-il des revendications particulières? Est-ce qu'au niveau salarial, les choses se passent bien? Je suppose qu'il y a peut-être des soucis à ce niveau-là. Comment ça se passe? Tout d'abord, je voudrais dire que ce sont des professeurs des niveaux de langue exceptionnels. Pour l'université, c'est pas compliqué que ça parce qu'il y a l'autonomie financière, la gestion financière des universités, et bien évidemment qu'ils ont un sursalaire pour le fait qu'ils enseignent en français. Maintenant, le nouveau ministre de l'Éducation, Dan Perciun, a annoncé ça comme priorité du ministère de l'Éducation, le fait d'attirer plus d'étudiants étrangers dans nos universités, grâce notamment à ces professeurs qui enseignent dans une autre langue, y compris en français. Et le ministère, mais aussi les établissements, les universités, font de leur mieux pour motiver ces enseignants davantage, pour leur offrir des formations complémentaires spécifiques, et pour les motiver aussi du point de vue du salaire et du financement. Par exemple, le ministre a annoncé des suppléments de financement aux universités qui vont attirer plus d'étudiants étrangers. Mais pour attirer des étudiants étrangers, il faut enseigner en d'autres langues, comme je disais, y compris en langue française. D'accord. Est-ce que la plupart des universités, vous êtes en train de dire, sont mixtes, c'est-à-dire publiques et privées? Non, chez nous, soit les universités sont privées, soit sont publiques. D'accord. Oui, c'est plutôt public. Parmi les universités qui sont membres de l'AUF, mais elles peuvent recevoir. Il y en a 7 à Moldavie.
Oui. Pardon, excusez-moi. Non, elle ne peut pas recevoir de financement, c'est ça? Oui, c'est de ça, financement la privé. question? Elles ne peuvent pas recevoir de financement privé. Non, D'accord. non, non. Donc, quand vous dites qu'elles gèrent indépendamment, c'est elles Voilà. gèrent indépendamment l'argent public. Voilà, exactement. Donc, ils ont cette autonomie de D'accord. gérer leur fonds. Claudia Vissan, Voilà. je vous remercie infiniment pour vos propos. J'avais envie de vous interviewer sur la francophonie, vos activités, mais également sur votre ressenti par rapport au pays. Merci de votre sincérité. Encore une fois, je suis ravi que quelqu'un comme vous, depuis Chisinau, nous parle de ces actions qui sont essentielles et j'espère que les Roumains iront davantage en visite en République de Moldavie et notamment à Chisinau. Merci à vous. Merci, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir pensé à la Moldavie et à la francophonie moldave. Merci Claudia Vissan. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, week-end placoute. Au revoir.